Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Entre combats persistants et incertitudes sur l'avenir sécuritaire du Sud-Liban, la tension reste vive entre Israël et le Hezbollah. Alors qu'un nouveau cycle de négociations libano-israéliennes s'ouvre à Washington sous médiation américaine, Israël menace de frapper la banlieue sud de Beyrouth en cas d'attaque du Hezbollah. Dans le même temps, l'ONU recommande de maintenir une présence militaire au Liban après le départ prévu de la FINUL fin 2026 afin d'éviter un vide sécuritaire. Israël affirme avoir obtenu l'aval des États-Unis pour frapper la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, si le mouvement chiite attaque des localités israéliennes. Une menace qui intervient alors que Donald Trump assure avoir reçu des engagements de retenue de part et d'autre. Selon le président américain, Benjamin Netanyahu aurait accepté de ne pas lancer de raid majeur sur Beyrouth, tandis que le Hezbollah se serait engagé à cesser totalement le feu. Mais sur le terrain, les affrontements se poursuivent. L'armée israélienne dit avoir intercepté des projectiles tirés depuis le Liban vers le nord d'Israël. Le Hezbollah, de son côté, revendique des attaques contre des chars israéliens dans le sud du Liban, affirmant vouloir freiner l'avancée des forces israéliennes. Plusieurs localités du sud ont également été visées par des frappes israéliennes, notamment Marwaniye, Siddiqine, Yater et Mansouri. Le bilan civil continue de s'alourdir. Une frappe israélienne a tué un dentiste du village de Klaïra, ainsi que son fils et sa fille, alors qu'ils circulaient en voiture dans le sud du Liban. Sur le plan politique, le président du Parlement libanais Nabih Berri, allié du Hezbollah et intermédiaire avec Washington, affirme pouvoir garantir l'adhésion du mouvement à un cessez-le-feu global. Il demande toutefois que celui-ci inclue l'arrêt des frappes israéliennes, aériennes, terrestres et maritimes, ainsi que la fin des destructions dans le sud du Liban. C'est dans ce contexte qu'un nouveau cycle de discussions libano-israéliennes doit s'ouvrir à Washington sous médiation américaine. Mais le Hezbollah s'oppose toujours à ces pourparlers, tandis que l'Iran conditionne tout accord avec Washington à un cessez-le-feu sur le front libanais. Face à cette instabilité, l'ONU prépare déjà l'après-FINUL. Dans un rapport transmis au Conseil de sécurité, Antonio Guterres recommande de maintenir une présence militaire onusienne au Liban après le départ prévu de la force internationale fixé au 31 décembre 2026. Pour le secrétaire général de l'ONU, une présence en uniforme reste nécessaire pour surveiller la ligne bleue, soutenir l'armée libanaise, faciliter la désescalade et éviter un vide sécuritaire dans le sud du pays. Beyrouth se dit favorable à cette option, mais elle pourrait se heurter à l'opposition des États-Unis et d'Israël, qui critiquent régulièrement l'efficacité des missions de maintien de la paix. Entre combats persistants, médiation américaine et débats sur l'après-FINUL, le sud du Liban reste donc au cœur d'un équilibre fragile où chaque nouvelle escalade menace de faire dérailler les efforts de désescalade. Toujours dans le sud du Liban, la forteresse de Beaufort est de nouveau aux mains d'Israël. Ce château médiéval datant de l'époque des croisades, placé sous protection renforcée de l'UNESCO, occupe une position stratégique dominant le sud du Liban et le nord d'Israël. Présenté par Benjamin Netanyahu comme un tournant dans l'offensive contre le Hezbollah, sa prise ravive aussi en Israël le souvenir d'une longue occupation militaire et le risque d'un nouvel enlisement au Liban. Beaufort, forteresse médiévale et symbole militaire, se retrouve une nouvelle fois au cœur de la guerre au Liban Sud. Construite vers 1137, la citadelle domine une vaste zone allant du sud du Liban au nord d'Israël, jusqu'au plateau du Golan occupé. Pendant près de 9 siècles, elle a été prise, perdue et reconquise par des armées successives. Aujourd'hui, son emplacement, à quelques kilomètres de la frontière israélienne, lui redonne une importance stratégique majeure. L'armée israélienne s'en est emparée dimanche, pour la deuxième fois de son histoire récente. Benjamin Netanyahu a qualifié cette prise de « tournant décisif » dans l'avancée de ses troupes. Un porte-parole militaire israélien affirme que le contrôle de la crête de Beaufort revêt une importance opérationnelle, accusant le Hezbollah d'avoir utilisé la zone pour observer et diriger des tirs vers Israël. Le Hezbollah,
lui, affirme continuer à combattre les forces israéliennes près du site, tout en niant toute présence militaire dans la citadelle au moment de l'entrée des troupes israéliennes. Mais Beaufort n'est pas seulement un point militaire. Le site est aussi chargé de mémoire. Durant la guerre civile libanaise, il avait été utilisé par des combattants palestiniens comme poste d'observation. Israël s'en était emparé en 1982, avant d'en faire une base pendant son occupation du sud du Liban, jusqu'à son retrait en 2000. Cette nouvelle prise ravive donc, en Israël même, le souvenir d'un long enlisement militaire. Pour certains analystes, retourner à Beaufort montre que les leçons du passé n'ont pas été retenues. D'autres y voient au contraire une occasion d'affaiblir durablement le Hezbollah. Au Liban, l'inquiétude est aussi patrimoniale. Le ministre de la Culture alerte sur un « danger sérieux » pour ce site historique, déjà touché ou menacé par les frappes. Entre patrimoine, symbole militaire et mémoire de l'occupation, Beaufort incarne désormais l'un des points les plus sensibles de l'escalade au Liban Sud. Une personne sur 10 dans le monde tombe malade chaque année après avoir consommé des aliments contaminés. À l'occasion de la Journée mondiale de la sûreté alimentaire, retour sur un enjeu sanitaire majeur qui concerne aussi le Liban. Chaque jour, nous mangeons pour vivre. Pourtant, ce que nous mettons dans nos assiettes peut aussi nous rendre malades. À l'occasion de la Journée mondiale de la sûreté alimentaire, célébrée le 7 juin, les organisations internationales rappellent qu'une alimentation sûre demeure un enjeu majeur de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 600 millions de personnes, soit une personne sur 10 dans le monde, tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés. Ces maladies provoquent environ 420 000 décès annuels. Les enfants paient le plus lourd tribut. Les moins de 5 ans supportent à eux seuls 40% du fardeau mondial des maladies d'origine alimentaire, avec près de 125 000 décès chaque année. Bactéries, virus, parasites ou substances chimiques. L'OMS estime que plus de 200 maladies différentes peuvent être transmises par une nourriture impropre à la consommation, allant de simples diarrhées à certains cancers. Cette année, le thème mondial est « Du fardeau aux solutions, une alimentation sûre partout ». L'accent est mis sur l'importance des données scientifiques pour identifier les risques et orienter les politiques publiques. Au Liban, la question de la sûreté alimentaire se pose dans un contexte particulièrement fragile. Selon les dernières analyses de sécurité alimentaire, plus de 1,24 million de personnes pourraient faire face à une insécurité alimentaire aiguë en 2026. Les conflits, les déplacements de population, l'inflation et les difficultés du secteur agricole continuent de fragiliser l'accès à une alimentation suffisante et de qualité. Les experts rappellent que la sécurité alimentaire ne se limite pas à la quantité de nourriture disponible. Elle dépend aussi de sa qualité sanitaire, depuis les champs jusqu'à nos tables. Producteurs, industriels, commerçants, restaurateurs et consommateurs partagent tous une part de responsabilité dans la prévention des contaminations alimentaires. À l'heure où les chaînes d'approvisionnement deviennent plus complexes et où le changement climatique accentue certains risques sanitaires, garantir une alimentation sûre demeure l'un des défis majeurs de santé publique du XXIe siècle. Dans l'est de la Syrie, la crue exceptionnelle de l'Euphrate a détruit des centaines d'hectares de terres agricoles. À Kharita, dans la province de Deir ez-Zor, des paysans voient leur récolte de blé et de coton emportée par les eaux après une montée du fleuve inédite depuis des décennies. Les autorités syriennes ont décrété l'état d'urgence, tandis que les agriculteurs réclament des compensations. Dans l'est de la Syrie, l'eau a remplacé les champs. À Kharita, dans la province de Deir ez-Zor, des agriculteurs pataugent au milieu d'épis de blé détrempés. Leur récolte, attendue pour rembourser les dettes de la saison, est désormais perdue. En cause, une montée exceptionnelle de l'Euphrate, de près de 4 mètres, provoquée par de fortes précipitations et par l'ouverture de barrages en Turquie, où le fleuve prend sa source avant de traverser la Syrie puis l'Irak. Dans la province de Deir ez-Zor, environ 500 hectares ont été inondés. À Raqqa, d'autres villages ont également été touchés. L'eau a recouvert de vastes étendues agricoles, encerclé des maisons et détruit des ponts en terre, rendant certains déplacements dangereux. Les agriculteurs accusent les autorités de ne pas les avoir avertis à temps pour protéger leurs équipements et leurs récoltes. Le ministre syrien de l'énergie affirme, lui, que l'alerte venue de Turquie est arrivée trop tard.
La crise touche aussi les infrastructures, près de 60 stations de pompage d'eau ont été mises hors service, selon la Compagnie des eaux. Face aux pires inondations depuis 30 ans, les autorités syriennes ont décrété l'état d'urgence, ordonné des travaux de consolidation de digues et préparé d'éventuelles évacuations. À Karita, certains habitants racontent avoir été surpris dans leur sommeil par la montée des eaux. Ils ont fui avec les vêtements qu'ils portaient, laissant derrière eux maisons, champs et biens personnels. Pour ces familles rurales, la perte est double, l'argent investi dans les terres a disparu, et la récolte qui devait les faire vivre aussi. L'Ukraine a été visée par une attaque russe massive de drones et de missiles, faisant au moins 18 morts, dont 2 enfants, selon les autorités ukrainiennes. Kiev et Dnipro figurent parmi les villes les plus touchées et le président Zelensky réclame à nouveau une aide américaine urgente pour renforcer la défense anti-aérienne du pays, tandis que Paris dénonce le mépris total de Moscou pour les efforts de paix. La Russie a lancé une attaque massive contre plusieurs régions du pays, avec 73 missiles et 656 drones, selon l'armée de l'air ukrainienne. Kiev affirme en avoir intercepté 40 missiles et 602 drones, mais le bilan humain reste lourd. Au moins 18 personnes ont été tuées. Dans la capitale, Kiev, 6 morts et 66 blessés ont été recensés après des frappes de missiles balistiques. À Dnipro, dans l'est du pays, les autorités font état de 12 morts, dont 2 enfants. Dans les rues de Kiev, les habitants se sont précipités vers les abris, avec des sacs et des couvertures. Anastasia, une habitante, raconte avoir passé la nuit dans sa salle de bain, trop loin du métro pour s'y réfugier face aux missiles balistiques. Elle décrit une nuit de cauchemar, avec des fenêtres soufflées par les explosions. Des dégâts ont été signalés dans plusieurs quartiers de la capitale, touchant des bâtiments résidentiels, non résidentiels et 4 établissements médicaux. À Kharkiv, 14 personnes ont été blessées. À Odessa, une maternité et un hôpital ont également été touchés, sans faire de victimes. Pour Volodymyr Zelensky, cette attaque est un message clair de Moscou, sans protection contre les missiles balistiques, ces frappes continueront. Le président ukrainien appelle donc une nouvelle fois les États-Unis à fournir davantage de missiles pour les systèmes patriotes. La France, de son côté, estime que ces nouvelles frappes montrent le « mépris total ». Alors que les négociations restent au point mort, l'Ukraine continue de réclamer des moyens de défense supplémentaires, affirmant que chaque retard coûte des vies. Et malgré la guerre en Russie, 2 danseurs japonais ont choisi de poursuivre leur rêve de ballet loin de leur pays, à Novgorod, l'une des scènes historiques de la danse classique. Ces 2 danseurs vivent presque exclusivement au rythme des répétitions, des spectacles et des rôles du répertoire russe. Même dans cette bulle artistique, la guerre en Ukraine et ses conséquences s'invitent parfois dans leur quotidien. À Nijni Novgorod, à 400 km à l'est de Moscou, le ballet continue de faire tourner le monde de Jotaro Kanazazi et Haruka Takemi. Lui a 32 ans. Elle en a 20. Tous 2 sont japonais, mais ont choisi la Russie pour se former et vivre leur passion de la danse classique. Jotaro Kanazazi est installé dans le pays depuis 14 ans. Premier danseur au théâtre d'opéra et de ballet de Nijni Novgorod, il enchaîne les grands rôles du répertoire, du Lac des Cygnes à Gisèle. Haruka Takemi, elle, vit en Russie depuis 6 ans. Elle explique avoir choisi ce pays par amour du ballet russe, dans l'espoir de devenir danseuse professionnelle, un parcours difficile à construire au Japon. Leur quotidien est presque entièrement consacré à leur art, le théâtre, la maison, puis à nouveau le théâtre. Les répétitions et les spectacles forment une bulle, parfois éloignée de l'actualité. Mais depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, en février 2022, la guerre s'invite malgré tout dans leur vie. De nombreux artistes étrangers ont quitté la Russie. Le Japon, lui, soutient l'Ukraine et s'est aligné sur les sanctions occidentales contre Moscou. À Nijni Novgorod, pourtant loin du front, les conséquences du conflit se font sentir, attaques ukrainiennes contre des infrastructures, restrictions numériques, difficultés d'accès à Internet et messagerie parfois bloquées. Haruka dit utiliser un VPN pour rester en contact avec ses proches et les rassurer. Malgré ce contexte, les 2 danseurs veulent continuer. Pour Jotaro, tant qu'il pourra danser, il restera en Russie. Dans une époque marquée par la guerre et les tensions politiques, leur histoire raconte une autre forme de résistance, celle de l'art,
du travail quotidien et d'un rêve poursuivi coûte que coûte. 40 ans après l'empaquetage du pont Neuf par Christo et Jeanne-Claude, l'artiste français JR s'apprête à transformer à son tour le plus ancien pont de Paris. Avec la caverne du pont Neuf, une installation monumentale et immersive, il invite le public à redécouvrir ce monument emblématique sous un nouveau regard. Le plus ancien pont de Paris s'apprête à changer de visage. À partir du 6 juin et pendant 3 semaines, le Pont Neuf accueillera la caverne du Pont Neuf, une œuvre monumentale imaginée par l'artiste français JR, en hommage à Christo et Jeanne-Claude, 40 ans après leur célèbre empaquetage du monument. Inspirée des carrières de pierre qui ont fourni le calcaire utilisé pour construire Paris, l'installation transformera le pont en une immense grotte minérale. L'objectif ? Inviter les visiteurs à porter un nouveau regard sur un lieu familier. Le projet impressionne par ses dimensions. Longue de 120 mètres et large de 20 mètres, la structure couvrira 2400 mètres carrés. Elle sera constituée de 80 arches gonflables alimentées par près de 20 000 mètres cubes d'air et recouvertes de 18 900 mètres carrés de tissu imprimé. À l'intérieur, les visiteurs pourront traverser un tunnel immersif conçu comme un voyage sensoriel. Une expérience sonore originale a été créée par Thomas Bangalter, ancien membre du duo Daft Punk. Le parcours sera également enrichi par la réalité augmentée grâce à une collaboration avec Snap. Baptisée « Echo », cette expérience permettra aux visiteurs de découvrir des dimensions invisibles de l'œuvre à travers leur téléphone ou des lunettes connectées. Au total, près de 800 personnes participent à la réalisation du projet, mobilisant artistes, ingénieurs, techniciens et artisans français. L'installation a nécessité plus d'1 an de préparation et plusieurs tests grandeur nature dans un ancien hangar de l'aéroport d'Orly. Pensée comme une œuvre éphémère, la caverne du Pont Neuf sera accessible gratuitement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avant d'être démontée le 28 juin. Avec cette création spectaculaire, JR poursuit sa réflexion sur notre rapport à la ville, à l'histoire et au regard que nous portons sur notre environnement. Et sur cette note, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.